Donc je m'appelle Ricardo Esteban. Comme je n'ai pas fait Berkeley, je vais rester assis. Non, Oh, c'est petit. mais j'ai fait les Beaux-Arts, j'aurais pu me lever. Non, c'est surtout que je me sentais un peu étranger puisque je ne suis pas un scientifique. Je travaille sur l'eau, mais posé dessus. Je suis directeur d'un établissement culturel flottant. Mais ça veut dire que je suis à l'affût de la Seine depuis plus de 20 ans. Que je connais quelques personnes ici et que j'ai pu croiser. Et c'est surtout que j'ai assisté à un peu la transformation des usages et du regard qu'on portait sur le fleuve, et de ma position un petit peu de témoin. Et j'ai vu aussi récemment de phénomènes, je ne sais pas si c'est climatique ou plutôt météorologique, qui ont été les 2 crues de la Seine de 2016-2018. Et je pensais à quelque chose quand on parlait de sciences participatives. En 2016, on s'est aperçu qu'il n'y avait qu'un seul capteur qui mesurait la montée des eaux à Paris. Il est tombé en panne en plein au moment du début de la crue, ce qui fait que personne ne savait à quelle vitesse l'eau arrivait, que personne n'y savait si on allait vraiment, si ça allait déborder ou pas. Il y a un seul capteur. Et je trouvais ça dingue. Et après, il y a eu un certain nombre de réunions où j'ai proposé à ce que chaque bateau sur la Seine ait une espèce de niveau à bulle avec un truc qui permette au moins de dire j'arrive en côte orange et je suis en amont de la Seine. Et je crois que pas grand-chose n'a été mis en place depuis. C'est sérieux, j'avais une autre idée. Moi, je pensais à tous les gens, je vous coupe, mais à tous les gens qui photographient le zouave du pont de l'Alma. Vous connaissez cette histoire? Non, vous ne savez pas qu'il y a une statue sur le pont de l'Alma qui s'appelle le zouave, qui est un zouave, un militaire nord-africain, et qu'en fait, quand l'eau arrive à ses pieds, tout le monde prend cette référence-là, et tout le monde prend cette photo. Et moi, je me suis dit, on pourrait faire une application qui fait que quand tu prends une photo, on a la relation entre on peut détecter le niveau d'eau et savoir exactement. Je suis entièrement d'accord. Par exemple, le zouave, mais effectivement, des péniches pourraient être des capteurs. C'est surtout que ça permettrait d'avoir un chaînage très en amont et très en aval, et d'arriver à savoir à quelle vitesse ça arrive et à quelle vitesse ça monte, ce qui n'était pas le cas avec un seul capteur à Paris-Austerlitz. Mais voilà, péniches, comment un peu sur l'eau parce que... Non, mais les péniches, elles pourraient avoir un petit système de flotteurs, un petit truc un peu simple, et chacun pourrait, quand on est en période de crue, on le sait, de toute façon, les gens qui sont sur l'eau sont un peu en état de veille, parce qu'il faut reprendre les amarres, parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Donc si à ce moment-là, chaque bateau avait une petite piche sur son bateau, il pourrait prévenir les autres, et ainsi en cascade pouvoir réagir un peu plus vite, et quand les capteurs tombent en panne, pouvoir répondre en disant je suis à 2,90 m ou je suis à 4,10 m et prévenir les autres. Et peut-être ces capteurs pourraient être connectés aussi de manière à ce que l'information arrive plus vite et en tout cas qu'elle soit partagée par un plus grand nombre, parce que le cas de l'exemple de 2016, c'était vraiment il y a un seul capteur à Paris. Oui, je sais, c'est tout à fait vrai. Mais c'est la municipalité qui s'occupe ou c'est une entreprise? C'est le service des canaux. Ouais. D'accord. Et c'est pareil, il y a un seul site qui mesure visitable dans lequel on arrive à avoir ces informations-là. C'est Gicre. Exactement. Et si ce site tombe en panne, on ne sait plus. Donc il n'y avait pas d'alternative à ça. Je pense que ce sera intéressant. On l'a signalé en 2016, nous sommes en 2019, il y a toujours Vigicru et rien d'autre. Enfin, Vigicru, c'est quand même un super service. Alors après, c'est un service public et c'est très bien. J'avoue, je connais très bien ce qui est derrière. Voilà, donc c'était le petit exemple. Et donc pour revenir à la profession que je fais, moi j'organise des événements sur la Seine. Ces 2 crues-là ont à un moment eu une espèce d'effet de rassembler tous les acteurs du fleuve, mais aussi bien les industriels transporteurs que les bateaux-mouches, que les acteurs culturels, que les street fishers, et qui se retrouvaient à un moment à gérer la crise, à gérer certaines problématiques, et à se dire ce serait bien qu'on fabrique un événement collectif qui soit une manière justement de se réapproprier ce fleuve-là. Donc essayer d'inventer une fête sur la Seine, et on m'a un peu désigné pour porter ce projet-là. Donc j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être le projet le plus fédérateur sur l'eau. Alors au-delà de la parade, au-delà des choses un peu qui seraient un défilé militaire, je me suis dit la chose la plus intéressante, ce serait vraiment de réinviter et impliquer les Parisiens et les Franciliens à se dire la Seine appartient à tout le monde. Et c'est pas un bien privé, c'est pas une autoroute dans laquelle on ne fait que transporter des marchandises ou des gravats, c'est aussi un espace qui peut être à tout le monde. Le canal qui est là, si j'habitais Pantin, j'aurais pu venir en canoë. Enfin, j'aimerais bien pouvoir me dire que je pourrais venir travailler à Villette-Makers en canoë. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais ce serait intéressant qu'en 2025, ça soit possible. Pourquoi ça l'est pas, si je peux me permettre? Parce qu'il y a une réglementation qui interdit qu'on puisse se jeter en canoë ici. Ah oui.
Et alors, par contre, je peux prendre une trottinette électrique et je peux aller partout avec. Encore aujourd'hui, je suis dans un vide, mais par contre, ce vide, là, il n'y a pas de vide juridique sur le fleuve. Et c'est régi depuis très très longtemps. Mais je pense il y a des choses à faire évoluer. Et la Seine à Paris, on ne peut pas y faire de canoë, on ne peut pas tirer des bords en voilier, on peut pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient intéressantes d'imaginer. Et comment on vivra la Seine et les canaux en 2025, en 2030. Je pense que c'est intéressant d'y penser et c'est intéressant de se dire justement la qualité de l'eau là fera qu'on pourra s'y baigner. Pratiquer une activité nautique, ça sous-entend aussi de se mettre à l'eau assez souvent. Et donc les enjeux de la qualité de l'eau sont hyper importants et les enjeux de comment on peut rendre tous ces fleuves-là baignables, c'est pas gagné. On m'a expliqué qu'il y avait encore beaucoup de choses à mettre en place. Et je pense que justement, tous les dispositifs qui permettront de mesurer cette qualité de l'eau, de réagir rapidement après une averse, je pense que ces réflexions, elles sont importantes et puis elles auront un impact sur nos vies de citadins et de rapport à l'eau. Et je pense que pratiquer une activité sur la Seine ou sur les canaux, ça change aussi complètement le rapport qu'on a au fleuve. Et je pense quand on est dessus, quand on travaille dessus, on ne jette pas son mégot dans l'eau. Je pense que ça ne nous vient pas à l'esprit, on sait où ça va. Et je pense que c'est ce rapport-là qui sera intéressant de changer. Et c'est pour ça que ce projet de course sur la Seine, qui serait une course participative dans laquelle on demanderait à tous les habitants des quartiers de fabriquer des bateaux qui soient à l'image aussi de l'identité des quartiers, des savoir-faire et ses singularités, ça va. Enfin, moi, j'imagine vraiment que ça pourrait éveiller une vraie conscience nouvelle du rapport au fleuve. Course de caisse à savon sur le fleuve, finalement. Oui, mais pourquoi pas aussi... moi, j'habite dans le 13e et il y a une très forte communauté chinoise. Les Chinois, ils ont un rapport au fleuve, au sport nautique très très ancienne. Il y a aussi une forte communauté malienne dans le 13e et les pirogues. Donc il y a aussi beaucoup de choses de savoir-faire qu'on pourrait ressortir pour fabriquer. Si on voit toutes les nationalités qu'on a en Ile-de-France, je pense qu'on peut fabriquer des centaines de milliers et relancer des chantiers pour ressortir du patrimoine flottant et aussi des caisses à savon, parce que je pense que c'est important qu'il y ait aussi des objets et aussi des objets un peu plus à utilité justement de veille des niveaux de l'eau, de veille de la qualité de l'eau, de veille, tout ça c'est bien se greffer autour. Et très curieusement, moi, mon parcours pour arriver sur le fleuve, je suis parti d'un squat artistique dans le 20e, il y a très longtemps, et entendre parler d'un squat scientifique, je trouve ça fabuleux. Et je me dis que c'est des endroits où beaucoup de choses se fabriquent, et je trouve ça super intéressant. Enfin, je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble. Le squat mais à tout. Oui. Donc voilà pour ma petite... Tu voulais montrer un film? Non, c'était juste j'avais une petite animation qui racontait Petit Bain, mais c'est juste parce que le film était drôle, mais il faudrait du son et de l'image. Mais on a. Ouais. Oui. On a les deux. C'est vrai? Ouais. Petit Bain, c'est quoi? Petit Bain est un équipement culturel. Il a de plus la particularité d'être flottant, ce qui le classe d'emblée dans la famille des lieux peu courants. Dans le cas de Petit Bain, équipement culturel désigne une salle de concert avec tout ce qu'il faut dedans. Un studio multimédia, un restaurant panoramique, un bar, des bureaux, une terrasse et un potager. Le tout flottant, comme on l'a déjà dit. Autant dire qu'on pourrait parler d'une île flottante. Petit Bain est donc une île dans la ville. Sur Petit Bain, on pourra écouter et découvrir des artistes du monde entier, des tendances actuelles et parfois méconnues, des musiciens pop et indigènes venus d'ici et d'ailleurs. On pourra aussi manger des bonnes choses, toutes faites maison et pas que des îles flottantes. Danser, apprendre à danser, faire de la musique, dessiner, jardiner, réparer son vélo et pourquoi pas refaire le monde, parce qu'il y a plein de choses à refaire dans le monde. On pourrait en rester là, mais non. Petit Bain est aussi une entreprise d'insertion par l'activité économique. Une entreprise d'insertion, c'est une entreprise qui embauche, forme, accompagne et encadre des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ont du mal à trouver du travail autrement. Et pourquoi ça s'appelle Petit Bain, hein? Suffit de regarder juste à côté, il y a une piscine flottante, et parce que Petit Bain accompagne des gens et des artistes avant qu'ils ne sautent dans le grand bain. Donc on récapitule, Petit Bain est un équipement culturel, une entreprise d'insertion et surtout une île dans la ville.